Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Ambroise Kondjo, le patron du journal des Guardians, Acha Ibrahim, le patron du journal Le Temps Nouveau. On sera rejoint d'une minute à l'autre en studio par Joël Lega, le patron du journal Fraternité. Ensemble, nous allons quand même passer en revue les grands sujets de l'actualité. Vous verrez que nous reviendrons notamment sur la question liée donc à la chasse aux trafiquants de carburant. On reviendra notamment sur le drame qui s'est produit en fin de semaine dernière à Tokli. Toute la population semble être sur la braise aujourd'hui. Nous évoquerons le sujet. Nous parlerons politique également. On se projettera un petit peu sur ce que dira la CEDEAO d'ici la fin de ce mois de juin avec les confrères. On reviendra notamment sur le sujet. Bienvenue. Retour en studio, on va commencer par le quotidien Forum de la semaine qui parle de la gouvernance économique. Sun Ping, vice-président d'Exim Bank, qui dit que l'amitié sino-togolaise peut être approfondie par le soutien de notre banque. Vous lirez l'article dans le journal Forum de la semaine. Le confrère qui parle également de 5 ans d'exécution du projet Agir PF, un bilan remarquable de succès, se réjouit David Gilmour, l'ambassadeur américain au Togo. Diplomatie encore avec Robert Doucet. Lui, il parle politique, économie et formation avec Netanyahou. Il est donc en Israël. Vous lirez l'article à la page 3. Le quotidien Liberté, les populations appelées à consentir le sacrifice de la journée Togo mort. Un émissaire de Mamadou Bouhari a rencontré la coalition. Le confrère revient donc sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 3. Perspective économique, Togo, croissance du PIB la plus faible des pays de l'UEMOA, une croissance robuste de l'Union, des vulnérabilités, mais surtout des risques, relève le confrère Liberté ce matin. Le journal qui parle également de l'isolement. Dans ses dessins obscurs, les seuls soutiens qu'il risque qu'il reste, le seul soutien qui reste donc à Fort Gnassingbé. Le journal revient sur le sujet. Et puis sur l'interpellation du mouvement Martin Luther King par rapport donc au ministre Guy Madjé Lorenzo sur la route Lomé-Vaughan-Enfoin. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Le quotidien Togo Matin parle de la santé maternelle et néonatale à 1 an de la fin. Le projet Muskoka réalise donc des progrès substantiels. L'article est à découvrir dans le journal. Acquittement de Bemba se discrédite pour acheter la paix au Congo, se demande le journal. Le confrère qui parle également de la diplomatie avec Robert Doucet en visite en Israël pour une éventuelle reprogrammation du sommet Israël-Afrique. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. L'alternative, crise politique au Togo, Paris lâche fort, écrit notre confrère. La C14 dénonce une attitude perverse du régime. Vous lirez l'article dans le journal. Togo Debout mobilise contre la répression policière. Le confrère en parle aussi. Et puis, opération Entonnoir et mort d'homme. Et si le Togo s'inspirait du Bénin? C'est une interrogation du confrère. L'alternative. L'Union pour la patrie, conformément à la vision du gouvernement et aux ambitions d'ici à 2020, la CET opte définitivement pour les compteurs, La CET opte pour les compteurs électroniques intelligents après paiement. Vous lirez l'article dans le journal. Nouveau code foncier et domanial, 4e partie. Nul ne peut acquérir plus de 1000 hectares de terrain rural et sous conditions. L'article est découvert dans le journal. Et puis dans son programme de lutte contre la pauvreté, la fondation Assal offre 1169 actes de naissance, un forage et des kits médicaux aux populations de Bassar. Les détails, c'est dans le journal L'Union pour la patrie. Taxi Presse. Il y a le journal L'Union, Courrier de la République qui est aussi dans les kiosques ce matin. Entre sauver la face et finir dans l'humiliation, fort dans le dilemme, écrit notre confrère.
qui parle également de l'incapacité, fourberie, l'inconstance face à l'essentiel, la CEDEAO pour la thérapie des chocs. Vous lirez l'article dans le journal. Bonne moisson des moments au Burkina et au Libéria, partenariat public-privé, plus de 415 milliards de francs CFA pour 385 km de route. Vous lirez l'article dans le journal. Scandale XXL à la Fédération togolaise de football. Le président Guy Akpovi en mode échec avant terme, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de Maître Yarouvi Agbouibo ce matin par rapport donc au nouveau format du dialogue proposé par le CAR. Agbouibo, toujours droit dans ses bottes, écrit Courrier de la République. Il y a le médium. Le confrère revient sur la lutte contre le commerce du carburant frelaté. Quand des trafiquants pensent faire leur loi, le journal en parle, et évoque également la question de l'économie numérique, la 4G bientôt opérationnelle au Togo. L'article est découvert dans le journal. Et puis, politique, reconnaître l'échec n'est pas dans l'ADN de l'opposition, écrit le journal Le Médium. Il y a l'éveil de la nation, proposition de sortie de crise, pour ou contre une éventuelle nomination d'un nouveau Premier ministre. Vous lirez l'article dans le journal. Appel de la diaspora pour une intervention au Togo. Macron formel, je respecte la souveraineté des États. Et puis, projet de Togo, journée Togo mort et de la coalition de 14. Les raisons pour lesquelles le Togo ne mourra pas lundi prochain. Le confrère revient donc sur ces raisons. Et puis sur le Togo, en plein pied dans la 4G. Vous lirez l'article dans le journal L'éveil de la nation. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est l'équipe sportive, le bimensuel. Le dossier sur la Coupe du Monde, Russie 2018. Jeu ouvert. Favori au Graal, les outsiders. L'Afrique à sa barre moins haute. Les stars en attraction, tout cela a découvert dans le journal. Et puis, soupçon de corruption des arbitres africains, Bébou, la partie visible de l'iceberg. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, sur le football, avec la Coupe du Togo, Gomido sauve sa saison, écrit notre confrère, l'équipe sportive. Alors, dans l'équipe ce matin, ou de l'équipe sportive, vous avez le quotidien Forum de la semaine, l'hebdomadaire Le Médium, il y a le quotidien Togo Matin, il y a l'hebdomadaire Courrier de la République, nous avons le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, et il y a l'Union, on le disait, et puis il y a le quotidien Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio, cette fois avec mes confrères. Bonjour Fioklou, Adam Glenou. Bonjour Eric, bonjour passagers de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de Taxi FM, bonjour aux confrères en studio. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour tout le monde. Acha Ibrahim, dans la presse togolaise, vous êtes loin, même si tout le monde le fait, vous êtes l'un des journalistes qui parlent beaucoup plus de la corruption. Et s'il faut comparer quelqu'un ici à Anas Arimiaou, le journaliste ghanéen, ça peut être vous et bien d'autres confrères. Vous ne pas faire des jaloux parmi ceux qui nous écoutent. Mais c'est pour revenir sur le cas de ce scandale qui touche le football africain, puisque le journaliste ghanéen en a parlé largement la semaine passée, le scandale, cette corruption qui touche le football ghanéen. Il se trouve, et ça vous le savez, que le Togo n'est pas épargné, puisqu'il y a également un habit togolais qui est cité. Les images le montrent, percevoir, n'est-ce pas, le pot de vin, $2000, une équivalence de 1 million de francs CFA pour fausser les résultats de matchs de football togolais. C'est clair aujourd'hui qu'il est touché par la corruption aussi. Oui, le football togolais est gangréné et nous l'avons toujours dit. Vous savez que ce n'est pas seulement au niveau des acteurs seulement, mais ceux qui organisent même le football togolais. Quand je parle des acteurs, je veux parler des équipes, des présidents et des clubs de football et autres là, les entraîneurs, les arbitres, tout le monde, tout ce beau monde là passe par là. Même certains confrères, excusez-moi, il faudrait qu'on le dise, et se rendent coupables de complicité, de corruption dans le domaine du football. Ils sont pleins et ils se reconnaissent.
Et lorsque vous osez sortir un dossier ou bien vous osez lever un petit clin de voile ou bien pour dénoncer la chose, mais c'est des appels que vous recevez, c'est pour vous dire que non, et ce domaine c'est ceci. Au fait, vous comprenez que les gens sont en train de protéger des intérêts, c'est tout. Voilà, et quand je prends un peu le football, entre-temps, quand il y a eu la crise, c'est parce qu'il y avait des chrysologues qui tiraient un maximum de profit dans le domaine du football. C'est devenu à un moment donné comme un business. Et quand on parle de business, vous savez, les opérateurs économiques ne sont pas des gens... Merci beaucoup. Les hommes d'affaires, ce ne sont pas des gens, comme on le dit, des enfants d'église ou bien des enfants de cœur. C'est des gens qui sont prêts à tout. L'objectif visé, c'est de tirer un minimum de profit de ce qu'ils entreprennent. Donc, pour le cas de football, les acteurs même sont corrompus. Et ça fait que le football togolais ne se retrouve plus depuis 2006. Le football togolais ne s'est plus véritablement retrouvé parce que le domaine est corrompu. Et non seulement ça aussi, il n'y a pas un effort de l'autorité publique. C'est là où le problème devient encore plus dangereux. Parce que quand je prends la participation des éperviers à la CAN de 2013, en Afrique du Sud, lorsqu'il y a eu des comptes, il y a eu un manquement de près de 600 millions. Qu'en a-t-on fait? On n'a rien fait. Les acteurs, tous ceux qui se sont rendus coupables de ces détournements sont là. Ils circulent bonnement et ils ne sont pas inquiétés. La même chose encore tout récemment lors de notre participation à la coupe à la CAN au Gabon. C'est pareil. On a parlé encore en 2017. On a parlé encore de 600 millions qui sont volatilisés dans la nature comme ça. Et bon, jusqu'alors, on n'a puni personne. Et on n'a même pas senti qu'il y a eu des poursuites engagées à l'encontre de certaines personnalités pour que au moins on puisse revoir comment les choses sont passées et s'il y a éventuellement à récupérer certains sous pour injecter encore dans le football togolais. Mais ça n'a pas été fait. La commission anticorruption a regardé ce beau spectacle comme si c'était un fait divers. Sans oublier que le procureur aussi était dans son bureau sans être inquiété. L'argent du pays est siphonné, est pillé comme ça, mais ça ne lui a rien dit. Il n'a même pas cherché à voir qu'est-ce qui s'est passé même au niveau de la gestion de ces fonds-là alloués à l'équipe nationale à titre de sa participation à la CAN. Voilà le problème. Et ça fait que ça va continuer parce que l'autorité publique ne sévit pas. D'encourager finalement la corruption. Bien évidemment. Donc ça voudrait dire que la corruption devient la chose la mieux partagée dans ce pays. Et ceux qui sont encore plus alarmistes parlent même que la corruption est érigée en système de gouvernance. Et là c'est grave, ça devient vraiment très périlleux pour notre pays. Il faudrait que les gens acceptent de se remettre en cause. Les gens acceptent de dire que lorsqu'on nous a confié la gestion de ce pays, c'est pour que les citoyens en tirent un grand profit. C'est pour que le pays se porte mieux. C'est pour que l'on crée des richesses. Pour que les populations se sentent vraiment appartenir à une nation. Et que les populations sentent qu'elles ont véritablement confié la gestion de la chose publique à un individu. Moi, j'interpelle à la conscience des autorités actuellement de faire un effort pour aller vers la lutte contre la corruption. Sans cela, les problèmes vont toujours... un parcours quand même difficile, hein? Cette histoire de 5%, 10%, 15%... Il y a des ministres même qui ont des surnoms. Il y a des ministres qu'on appelle 10%. Ils sont là, ils se connaissent. Quand vous dites encore dans le gouvernement? Bon, il y en a qui sont sortis, mais il y en a qui ont commencé par imiter leurs prédécesseurs parce que les prédécesseurs n'ont jamais été inquiétés. Donc, ils se disent qu'eux aussi, ils peuvent à loisir se livrer à cela. Vous comprenez? Donc, la lutte contre la corruption, moi, je pense qu'il faudrait que ça quitte le côté discours pour aller maintenant dans les actes. Qu'on sente véritablement qu'on a engagé, que l'État togolais a engagé une lutte contre la corruption. Parce que quand on le fait, les gens peut-être moins courageux vont penser que ça va leur créer des ennuis, mais ce n'est pas ça. Parce que c'est l'État qui a engagé la lutte, ce ne sont pas des individus. Quand l'État poursuit une personne, c'est qu'il y a tous les outils, il y a le cadre juridique et il y a tout ce qu'il y a comme dispositif sécuritaire pour protéger celui qui a eu l'audace d'aller vers cette volonté politique de traquer les gens qui affament le peuple, les gens qui paralysent le développement de notre pays. Bien sûr, et je précise quand même qu'il y a certaines informations qui nous parviennent par rapport au dossier de la CAN 2017 que la commission anti-corruption est en train d'écouter certaines personnes dans ce dossier
Ce sont des informations qui nous parviennent. Nous aurons forcément le temps d'en savoir, de vérifier et puis de communiquer un petit peu là-dessus. Fiokoulo Adam Glonou. Je voudrais aussi préciser qu'au Burkina Faso, l'information vient de nous parvenir ce matin. Il nous a dit par rapport justement à cette situation de corruption pour manquement à l'éthique. Il y a des magistrats qui sont châtiés de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. 3 hauts magistrats accusés de manquement à l'éthique et à la déontologie ont été révoqués ou mis à la retraite, alors que 15 autres magistrats ont été sanctionnés. On comprend qu'ailleurs, on a envie de sévir pour quand même dépoussiérer, n'est-ce pas, ces maux de la société. Oui, il est à noter que le football, depuis 2 décennies, constitue une vache laitière. Et la corruption s'étend au niveau des clubs, comme au niveau des agents des joueurs, comme au niveau des présidents et même l'instance fêtière du football. La FIFA a été dans ce cas qui est dénoncé par les Américains. Nous avons les présidents de fédération, les hauts responsables de cette instance ce qui a amené Joseph Blatter à ne plus être président de la FIFA. Ce qui veut dire que, comme l'a dit mon prédécesseur Acha, il faut prendre des sanctions pour ce genre de choses. Le football, ce n'est pas en t'élisant membre d'eux que tu dois te faire fortune. Tu es élu pour servir et non se servir. Et quand on apprend que des arbitres, des présidents de fédération donnent de l'argent pour gagner des matchs, ça viole l'éthique même du football. Le cas du Burkina Faso, tel que vous venez de dire, est un exemple à suivre. Moi, je dis personnellement que tant que la FIFA et la CAF ne prendront pas les décisions qu'il faut exclure des gens, comme on l'a fait à Michel Platini pour un certain nombre d'années, on ne peut pas résoudre ce problème tant que les sanctions ne sont pas claires et rigides. Oui. Ambroise Pondio, un petit commentaire avant d'observer la pause, très rapidement, sur le cas du football et la corruption. Je crois que... c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux résultats du match sur le terrain. Ce sont des résultats qui sont faussés, manipulés à l'avance. Absolument. Il y a souvent eu des deals entre arbitres et commissaires au match, et arbitres et présidents de fédération, dirigeants de clubs. Partout ça se passe, c'est pas seulement chez nous ou en Afrique. Vous savez ce qui s'est passé avec Platini, même s'il a été partiellement blanchi, l'affaire n'est pas tout à fait close. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je crois que le football, au lieu d'en être un sport, est devenu pratiquement du business, ce qui largue les gens sur le terrain. De la spoliation, du blanchiment d'argent, puisqu'il y a du blanchiment aussi là-bas. C'est du business, sincèrement. Quand vous voyez les Abramovich qui rentrent dans le football, ce n'est pas pour le plaisir des yeux, pour le spectateur qui est sur le stade, non. Oui, c'est pour son affaire. Oui, c'est des entreprises maintenant. Et certains ont compris, quand ils veulent aller construire un stade. En Angleterre, la mairie a carrément refusé. Parce que il est venu faire des affaires. Donc, c'est-à-dire que c'est bien vrai que le sport reste un sport, mais il y a derrière toute une machine marketing, toute une machine capitaliste qui est derrière. Vous allez voir des joueurs qui sont à la période de la retraite, qui vont en Chine pour monnaie et tout ça là. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut assainir la maison. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le fait d'avoir mis à l'écart le virevoltant, le tout-puissant Ayatou. Je ne dirais pas que c'est le plus corrompu en Afrique, mais il n'est pas exempt de tout ce qu'on reproche à Blatter et à Platini. Blatter, c'est à cause de la corruption qui n'est pas aujourd'hui au perchoir, qui n'est pas à la tête de la FIFA. Platini, oui. Donc, la surprise, Dieu réserve toujours la surprise aux mauvais payeurs. Et aujourd'hui, je crois que cette corruption doit être combattue surtout au sein des sports, et travailler sur le fait qu'on n'est forcément pas milliardaire pour devenir président de fédération. On peut être sportif simple et devenir président de fédération. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. Nous allons marquer notre première pause. Il y a une précision
là que nous devons faire par rapport à l'information que vous étiez en train de donner tout récemment, par rapport, tout de suite par rapport Au Burkina. Non, le cas togolais, c'est-à-dire par rapport à la commission anticorruption. Oui. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, je viens d'avoir confirmation. Donc, D'accord, il y a très certaines bien. personnes qui sont écoutées déjà. et il y a éventuellement même des poursuites. Des poursuites contre cette personne par contre ces rapport au compte de personnes. la CAN 2017. Oui, bien 600 évidemment, millions. les 600 millions. Ouais. Très Et bien. les gens seront contraints même à rembourser. Très bien. Disons que là, vous confirmez l'information. Je confirme l'information. Au niveau oui. de la commission anticorruption, on est en train d'écouter des gens qui sont impliqués. Tout à fait, qui sont rendus coupables de détournement. Il faut avoir le courage de le dire. Des fonds alloués. On n'a pas encore la véracité de tout ça là pour dire qu'ils sont coupables. Non. Mais on les écoute quand même. On les écoute puisqu'il y a déjà des... En tout cas, je peux dire que des esquisses parce qu'il y a des gens qui vont rembourser. Donc, on ne rembourse pas sans qu'on ne reconnaisse pas sa culpabilité. Et donc, c'est des gens qui ont détourné. Il faut avoir le mot de le dire. Et je pense que ça serait une très bonne chose. C'est cool. Oui, si la commission anticorruption a fait son travail et que le résultat semble être clair, on ne peut qu'applaudir. Puisque la fin de l'impunité a une fois commencé alors au Togo. Oui, mais il y a beaucoup d'autres dossiers aujourd'hui. Mais la commission vient d'être installée. Il y a ça va être une jurisprudence quand même terrible. Quand même, ils ont commencé par la CAN 97 et CAN 2017. Les autres dossiers seront aussi en instance et ils seront étudiés. Moi, je félicite ici, puisque c'est dans ce studio qu'on a interpellé cette commission anticorruption, qui a beaucoup de choses, mais on ne les voit pas réagir. Mais aujourd'hui, qu'elle a réagi, c'est une bonne chose, mais il faut qu'elle communique. Oui, la communication. C'est important. Il faut qu'elle communique, il faut qu'on sache ce qu'elle fait. Là, elle sera dédouanée au niveau des journalistes comme au niveau de la population. Et surtout qu'elle ne s'arrête pas au niveau des menus frétins. Il faut aller aussi toucher les méga détourneurs Est-ce que ce n'est pas justement ça des fonds de la République? Est-ce que ce n'est pas ça en réalité le sujet, Ambroise? Absolument. Puisque ce que je sens, c'est que puisqu'on ramasse tous les brebis galeuses pour aller déposer la présidence comme conseiller, je crois qu'il faut aussi passer par là. Parce que des gens ont quitté les postes ministériels qui sont retrouvés à la présidence. Tout cela, ce n'est pas anodin. Il faut aller fouiller pour savoir ce qui se passe et leur demander des comptes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays où les gens pensent être à l'abri. Mais moi, j'ai toujours dit que tôt ou tard, ça rattrape. Donc, si le président de la République, Faure Gnassingbé, veut aller de l'avant, en attendant de partir en 2020, il pourra copier ce qui se passe au Cameroun. Avec l'opération Impervier. Oui, il y a un terrible dictateur là-bas, mais qui ne donne pas cachet blanc à ses ministres, hein, à ses DG, tout ça là. Ils sont tous remplis, ils remplissent la prison actuellement. Donc, Faure Gnassingbé peut passer aussi par là. Sauf qu'il y a tellement qui traînent plutôt des cuisines, mais pas des casseroles. C'est-à-dire que le fait de traîner des cuisines, on les ramasse, on les dépose à la présidence pour devenir conseiller, pour ne pas se retourner contre le monsieur. Donc, tout ça là, le président est en train de jouer une stratégie, mais je crois que ça va commencer. En attendant que lui-même vide le plancher, ça doit commencer. Monsieur, merci beaucoup. Bonjour Joël, les gars. Bonjour mon frère, bonjour auditeur, et je m'excuse vraiment pour mon retard, vraiment indépendant de ma volonté. C'est pas grave, merci de nous avoir rejoints, c'est ça d'ailleurs l'important. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'opération Entonnoir 2, puisque cette opération a fait de nouvelles victimes, enfin celle de vendredi dernier à Tokli. La presse tout entière revient donc sur ce sujet. Quel commentaire vous en faites, vous, Joël, les gars? Oui, mais c'est très regrettable. Je ne sais vraiment pas ce que le Yoto a fait pour payer toujours en vie. Non, pourquoi est-ce que vous parlez de Yoto? Laisse-moi aller au bout de mon raisonnement, s'il te plaît. Je ne sais ce que le Yoto a fait pour devoir toujours payer en vie, en termes de vie de ses enfants, les abus, les égarements du pouvoir de Lomé. Et on a souvenance. Ouassem, c'est où? C'est dans quelle préfecture? Oui, bien sûr, à Yoto. C'est dans le Yoto. Ce qui s'est passé, c'est dans quelle préfecture? C'est dans le Yoto. C'est toujours dans le Yoto. Oui. Oui, mais pourquoi? Oui, mais il se passe d'autres choses ailleurs aussi. Non, excuse-moi. Mais il faut que le cas de non, mais il faut reconnaître que ces cas de sinistre dans le Yoto reviennent à volonté, reviennent trop régulièrement. Et maintenant, pour parler de l'opération Entonnoir 2, c'est paradoxal qu'on dise que pour disperser des jeunes
qui ont voulu s'opposer aux forces de l'ordre, on lance des tirs de sommation. Pendant que dans une autre version, on nous dit qu'on a utilisé des balles à caoutchouc. Mais de quoi on dote les forces de l'ordre pour aller sur le terrain en fin de compte? Il y en a qui ont des balles à caoutchouc, il y en a qui ont des balles réelles, ou bien ils sont rentrés en possession de ces balles réelles sous le contrôle de qui les a autorisés à prendre ces balles réelles. Et maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à enregistrer un mort si c'est juste pour disperser des jeunes? Moi je me dis qu'à un moment donné, parce qu'on nous a une fois dit quoi, qu'on ait tiré à balle à bout portant sur un genou, on nous a dit qu'on a tiré, qu'on a fait un tir de sommation. Ici, on parle de tir de sommation qui tue quand même. Effectivement, tir de sommation qui tue. Mais on sait très bien que dans la physique, la balle qui part en l'air pour retomber, mais il y a peu. C'est justement. Donc, ça n'a plus d'effet. Donc, on dit que les tirs de sommation, comment on le fait? On tire en l'air. On tire en l'air. Ça veut dire qu'on donne toutes les chances pour que la balle en retombant ne tue pas. Mais pourquoi on en est arrivé là? Et moi, je trouve que c'est... ça décrédibilise une fois encore le pouvoir. Et moi, je plains le colonel Yak, qui, on se demande... Le général, excusez-moi. Oui, justement, je veux bien habituer, merci. Pourquoi tu veux le général Yak, je me demande s'il maîtrise vraiment ses troupes. Ou bien, derrière lui, il y a d'autres consignes qui sont données qui font que enfin, ceux-là qui sont administrativement sous lui échappent des fois. Acha Ibrahim, tout à l'heure, le matin, on a posé une question simple aux auditeurs. Est-ce qu'on pourra quand même... quelle formule faudra-t-on finalement imaginer si on veut pérenniser l'opération Entonnoir? Quelle formule, quelle alchimie imaginer pour qu'on ne connaisse plus ce genre de drame aujourd'hui, à votre avis? Je pense que avant de parler même de formule, moi, je voudrais que les gouvernants s'interrogent sur ce qui pousse les gens à se livrer à ce commerce frelaté. Il faut partir de là. Si on veut vraiment résoudre le problème de façon pérenne et globale. Il faut se demander qu'est-ce qui pousse les gens, malgré tout ce que nous avons vu comme répression et autres là. C'est le pain quotidien, bien évidemment. Et donc, comment faire pour que les jeunes là soient occupés autrement? C'est-à-dire pas occupés dans d'autres secteurs que dans ce secteur dit de commerce, en tout cas illicite, de carburant frelaté. C'est le problème qui se pose. Là, ça me renvoie au mécanisme mis en place pour sortir les jeunes de la précarité. Il faut voir maintenant l'efficacité de ce mécanisme. Est-ce que ces mécanismes-là ont fonctionné? C'est ça aussi le problème. On revient à la situation en T. Bien évidemment. La lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire contre la pauvreté, contre la précarité et tout ce qu'il y a eu comme mécanisme pour sortir les jeunes de la précarité. Et vous savez que le chef de l'État s'y est mis. Chaque année, il met dans la cagnotte assez de milliards pour que les jeunes puissent sortir de la précarité, pour que le problème de pauvreté, de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat des jeunes là puisse connaître un essor dans le pays et à terme booster le développement de notre pays. Le chef de l'État s'est investi et personne ne peut nous démentir ici que le chef de l'État n'a pas ordonné à ce qu'il y ait beaucoup de fonds logés dans un ministère. Mais il a ordonné. Et mon confrère en sait beaucoup de choses. Joël Lega, il en sait beaucoup de choses parce qu'il a eu à côtoyer une structure qui est censée amener les jeunes vers le plein épanouissement, comme on le dit. Donc il n'y a pas eu de résultat, c'est parce qu'il y a eu beaucoup aussi de problèmes à ce niveau. Bon, on va quitter ce volet et aller maintenant vers le volet organisation même de ce commerce. Parce que là, nous sommes arrivés à un moment où on peut tout faire. Puisqu'il n'y a pas eu d'approche assez convaincante pour sortir les jeunes de ce commerce, nous sommes obligés de faire avec. Et maintenant, s'il faut faire avec, quels sont les mécanismes? Moi, je me dis qu'il faut copier un peu l'exemple béninois, où on a demandé à certaines personnes qui ont été identifiées comme de grands commerçants de ces carburants frelatés de disposer de kiosques avec un dispositif sécuritaire, c'est-à-dire des extincteurs à côté, et aussi de faire en sorte que ce commerce-là ne puisse pas créer des dommages
sur la population. Et donc, ils paient des impôts. Ils paient des impôts, oui, bien évidemment. Il y a la municipalité qui passe pour prendre des taxes, il y a les services des impôts qui passent aussi parce qu'ils sont constitués comme des opérateurs économiques. Et l'autre aspect, c'est qu'au niveau de l'État, il y a aussi un travail de fixation des prix au niveau des stations d'essence. Mais il faut avoir le courage de baisser le prix et voir si les gens vont se livrer encore à ce commerce. Il y a eu ce phénomène qui s'est produit entre-temps ici au Togo, lorsque les prix avaient chuté, mais on ne voyait plus ces vendeurs. Ça a disparu. Donc voilà, il faut avoir ce courage de voir comment on peut aller vers la subvention. Parce qu'au Nigeria, c'est parce qu'il y a subvention que les gens quittent le Bénin pour aller acheter l'essence dans les il semble que le FMI, la Banque mondiale, ont demandé d'arrêter de subventionner quand même. Hein. Cette affaire de FMI et Banque mondiale, là, c'est un autre volet. Parce qu'il y a des pays qui ont vite compris qu'il ne faut même pas rentrer dans les méandres du FMI. Si vous prenez le cas, par exemple, du Ghana, Nana Akufo-Addo a pris des résolutions fermes par rapport à sa coopération avec le FMI et la Banque mondiale. Et je pense que le Ghana s'en sort aisément. Donc il faudrait avoir des gens visionnaires, des gens qui arrivent à réfléchir sur le demain, c'est-à-dire qu'une planification de l'avenir du pays à long et à moyen terme. Quand vous avez des gens qui planifient la vie, l'avenir du pays, je pense qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais si on doit aller au jour le jour, par navigation à vue, par choses comme certains le disent, avec la peu près, c'est-à-dire qu'on fait avec, on va voir demain ce qu'il y a lieu, on va le faire. Je pense que ça ne va pas aller. Il faut planifier tout. Je pense que c'est ce à quoi nous allons appeler les autorités togolaises de faire un effort pour voir ce secteur. Je rappelle que c'est un secteur qui n'est pas sécurisé. Oui, bien sûr. Que la vente de ces carburants-là qui est organisée. Bien évidemment. Donc nous n'encourageons pas la vente de ces carburants-là, mais il faudrait aussi qu'au niveau des autorités, qu'on cherche aussi des alternatives. Oui, des alternatives. Fiakoula Danglenou, je vous donne la parole après. Fiakoula Danglenou. Il faudrait éviter quand même ces drames. Oui, il faut éviter ces drames parce que l'essence étant volatile, elle cause toujours des incendies. Par contre, dans les préfectures des lacs de Vaud et de Yoto, nos jeunes s'adonnent à ce commerce parce que il n'y a pas un autre travail que ça. Étant donné que la situation est telle, à mon avis, il fallait sensibiliser les jeunes de ces villages et tout d'abord ceux qui incarnent l'autorité, c'est-à-dire les chefs de village, les chefs cantons et les préfets. Il n'y a pas une autre solution ou bien de solution intermédiaire. Les jeunes qui sont là-bas viennent en ville, ce que nous appelons les zones rurales. Ceux qui sont là doivent vivre au quotidien. Ils ont des familles et il n'y a que ça à faire. Quelle est la solution d'échange? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, dans ces zones, vous êtes sûr que si on leur propose d'autres alternatives, ils abandonneront? Ils abandonneront. Ils abandonneront la vente de carburant. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Il y a beaucoup d'argent quand même, mais s'ils trouvent une autre solution, par exemple, à Ného, aucune usine, il n'y a rien. Dans la préfecture de Vaud, rien. À Ouassem, à Tokli, il n'y a rien. Le champ, la pluie ne donne plus comme cela se doit. Les jeunes ne veulent plus s'adonner à l'agriculture. Est-ce que l'État a eu cet esprit de regrouper les jeunes pour leur offrir autre chose que ça? L'État n'a pas pris cette décision. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la faute revient en partie à l'État. Parce que l'organisation, disons entièrement à l'État, parce que l'organisation des jeunes dépend de la politique du gouvernement. Et nous avons des secteurs et même des ministères qui s'occupent de la jeunesse. Ce qui veut dire que ce ministère de surcroît doit normalement faire des plans quinquennaux pour mettre tous les jeunes de ces régions à l'aise. Mais tel n'a pas été le cas. Oui, il n'y a pas que les jeunes des lacs, de Yoto, de Vaud. Il y a les jeunes de Tchaoudjo, de... Voilà. Mais non. La ligne au niveau de la frontière du Bénin, c'est ce commerce-là qui se fait, même jusqu'à Dapaon. Les gens vont au Nigeria prendre le carburant jusqu'à Dapaon. Ce que nous vivons à Adidé Gomen, c'est le carburant qui vient du Ghana. Mon frère Acha vient de dire qu'il faut faire une politique de prix. Si
Baudet aujourd'hui se vend à 500 ou à 450. 450. Si, quand le gouvernement avait diminué le prix jusqu'à 375, on n'a plus vu de Baudet au bord des routes. Oui, mais non, Je vais donner la parole à Ambroise d'abord, je vous donnerai après, Joël, excusez-moi. Ambroise, c'est pas encore prononcé sur le sujet. Ambroise Oui. Konjo. Moi, je crois que c'est une démission des gouvernants. Hein. Et j'ai l'impression que nos États ne sont pas, nos dirigeants ne sont pas des visionnaires. Supposons que à Pagala, ou à Agné, ou à Tabligbo, on instaure par exemple une usine de transformation du manioc. On injecte des jeunes, 200 jeunes par exemple, dans la culture du manioc. Ils font la culture du manioc. Ils installent une usine de transformation du manioc. Ce qui peut faire à Tchéké, ils le font. Ce qui peut l'emmener pour faire du gari. Le gari est convoyé sur les marchés. Ça, il y a des jeunes qui vont gagner. Les femmes aussi vont gagner. C'est un. Quand nous rentrons, par exemple, dans le secteur... Mais est-ce que les jeunes ont envie de faire ça? Non, c'est une politique. Il faut amener les gens à s'adapter à une politique qui les sauve de la pauvreté. Tout à fait. D'accord. Si, par exemple, nous prenons le cas de Vaughan, les gens, c'est le gari. Si le manioc est rentable dans la zone, installer une unité de production comment vous l'appelez, de transformation. Ceux-là qui sont sur la machine, ils gagnent le pain. Les bonnes femmes qui vont sur le champ pour amener, ils vont gagner. Les jeunes qui vont cultiver, tout ça là vont gagner. L'État même peut s'injecter. Et l'État peut encourager les privés aussi à aller. Quand nous rentrons dans le daï, l'ananas, la tomate, tout ça là peut bien faire. À Sodo, à Badou. On prend une autre culture, le café, le cacao, les jeunes s'y intègrent. Il y a plusieurs. Le tarot, tout ça là. Mais dans chaque région, on installe une usine de transformation. Mais les gens vont trouver de l'emploi. Il y aura moins de cris. Ce que mon grand frère Fiokoulou dit, c'est qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça. Comme Achal a dit, rien de tout ça dans les villes. Les gens sont laissés comme ça pour eux. C'est les femmes même, sur la route de Ségbé. La majeure partie qui vendent, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est vrai qu'il y a des hommes derrière, mais c'est les femmes. Maintenant, il y a certaines qui n'ont même pas d'hommes derrière, c'est elles-mêmes qui commandent directement. Comment le Bénin est arrivé à formaliser le secteur? Le Togo aussi peut en arriver là. Mais il faut quand même préciser que cette semaine ou la semaine dernière, le gouvernement Talon a interdit la vente de carburant. Ouais, il va avoir un échec. Ça, je le prédis, tu vas le voir après. Le Bénin, il y a 40% qui vivent directement ou indirectement du carburant frelaté. Je suis désolé. Yaïboni a voulu tenter, il n'a pas réussi, il a formalisé. Parce que le Bénin est contigu au Nigeria. Ils ne peuvent rien. Et ce que les gens mangent tous les jours, les enfants doivent aller à l'école, c'est à travers ça. Moi, je ne suis pas formellement contre la vente de carburant frelaté. Il faut formaliser le secteur, sécuriser le secteur. Il semble que le carburant n'est pas frelaté, mais c'est le commerce qui est interdit. Ce qui est même plus frelaté, c'est ce qui se trouve dans les pompes. Bon, parce qu'il y en a qui viennent vous n'avez pas de preuve. Il y en a qui viennent de la mer. Moi, j'ai je te dis la vérité, qu'il y a un importateur du pétrole. C'est-à-dire qu'il a une station d'essence qui me dit, mon frère, vous ne savez pas ce qui se passe. Tout ce qu'on nous vend là, même ceux qui sont au niveau du ministère du commerce, tout ça là, beaucoup de pétrole quitte la mer la nuit pour arriver dans nos stations. Donc, c'est dire que c'est la démission des gouvernants. C'est un. Quand on parle du FMI de la Banque mondiale, c'est messieurs et dames qui sont là-bas. Et peut-être ils n'en sont pour rien. Mais ils ont déjà montré leurs preuves en 88, dans les années 80. Avec les politiques d'ajustement structurel qui ont créé des dégâts énormes en Afrique et que les gens ont évincé. Les gens ne peuvent même plus entendre parler de ces institutions. Ils se sont rattrapés, ils ont changé de politique un peu. Mais ceux-là qui savent qu'ils sont toujours là aux aguets pour pouvoir tirer les États, les États vers le bas, avec ces bizarreries de programmes, comment on appelle ça, PPTE, il y en a encore, DSRP, tout ça, c'est les machines, ça. C'est les machines qui ne produisent rien et finalement on change. Prenez le cas des projets comme le PNIASA, le PADAT, le tout ça là. Ce qui se trouve être intéressant par rapport à la Banque mondiale ou autre qu'aujourd'hui, on pousse les gens à aller vers un autre, ça c'est un autre domaine, vers le code foncier. C'est juste un exemple. Ça, moi, je peux en féliciter. Peut-être eux, ils ont des idées derrière que moi, je ne maîtrise pas. Mais l'essentialité, c'est que ça puisse aider les Togolais à se sortir d'une crise qui mine le Togo à 80%.
Donc La aujourd'hui, crise foncière, oui. je crois qu'il faut créer des pôles de développement dans toutes les régions, dans toutes les préfectures. Créer des usines de transformation, des usines de traitement des déchets par-ci, des transformations de manioc par-là, d'ananas par-ci, de tomates par-ci. Les jeunes vont trouver de l'emploi. Tout ce que Degué Victoire a eu comme argent, 2 milliards là, on achète des roues pour aller cultiver. Ce n'est pas ça. Maintenant, en 2018, ce temps-là est fini. Si on prend 2 milliards, on peut créer une usine de transformation de tomates. On prend 2 milliards, on peut créer une usine de transformation de manioc. 2 milliards de... Tout ça là, il y en a plein de choses à créer. C'est possible. C'est possible. Et sortir les jeunes de la précarité Oui. et éviter Mon frère. ces accès nombreux. L'anacarde, le coton, tout ça là, S'il te plaît. on injecte des gens dedans et ça va marcher. Joël. Non, je crois que il y a souvent ce que nous faisons souvent sur nos plateaux ici et qui, en retour, d'abord, on ne l'utilise pas, même si on doit l'utiliser, on le détourne, on vous écarte. C'est-à-dire, en fin de compte, quel est le plus-value que le journaliste dise? Au point que moi, je ne m'applique plus à ces exercices-là où tu donnes des idées, etc. Parce qu'ils sont derrière les radios aujourd'hui. Ils vont les noter et c'est pour aller le faire fructifier ailleurs. C'est pour le faire fructifier auprès de la présidence et autres là. Ben, si les gens veulent des idées, ben, ils n'ont qu'à faire une consultance. C'est clair. Non, ils n'ont qu'à faire une consultance. Aujourd'hui, Nous parlons à l'opinion. Justement. Nous parlons à l'opinion. C'est Parce notre que- boulot aussi, quand Oui, même, mais d'éduquer. attendez, mon frère. Tu les donnes des idées, de dénoncer, Non, mais justement. de former. Non, excuse-moi, mon frère. De distraire. Les gens, de distraire, oui, peut-être. mais de former gratuitement parce qu'on ne respecte pas les compétences dans ce pays. On ne respecte pas le fait que toi, c'est-à-dire, tu apportes une plus-value au débat et que, parce que le porteur d'une idée, il n'y a que lui qui peut bien faire développer l'idée là. Or, c'est le contraire. Mais quand vous parlez de développement là-bas, quand vous parlez de ministère de l'Agriculture, vous allez voir derrière ces projets, c'est des jeunes qui ont émis des idées. C'est des jeunes qui sont allés voir un grand frère. Il dit non, j'ai telle idée. On lui dit ok, d'accord, ben, appelle-moi, je vais t'accorder une audience, etc. Et après, on détourne ces projets. Ce qui fait que, vous voyez par exemple, le projet de volontariat aujourd'hui est carrément mal exécuté. Mal projet exécuté d'un jeune mal exécuté parce que qui a été le détourné. concepteur on l'a jamais associé. Mais vous voyez le Vous le projet, connaissez vous voyez le projet des Vous agropoles. le connaissez, le Ce concepteur n'est pas important. Mais est-il que Moi, je je demande dis si vous le connaissez. bon, D'accord, très bien. Allez-y. mais vous voyez le projet des agropoles aujourd'hui. Mais qui a conçu? On est allé, par exemple, au Burkina copier, c'est-à-dire que sans voir en fait ben, quelles sont les conditions endogènes dans lesquelles on a conçu ce projet-là, qui ont conçu, comment est-ce que le mécanisme a conduit à la mise en place de ce projet, et mettre en place ce mécanisme ici, pour arriver aux résultats qui répondent. Oui, mais Excuse-moi. Joël, excusez-moi, mais des gens ne peuvent pas partir d'ici pour aller copier et venir plaquer ça comme ça Mais sans c'est- d'autres analyses. mais c'est ce qui se fait, justement. Sans d'autres études. Mais c'est ce qui se fait. Mais tout à l'heure, quand Ambroise Ça, c'est un scandale. parle de la mise en place des usines de Oui. transformation de manioc, autres là, s'il y avait un représentant du gouvernement, il te dira c'est ça on est en train de faire à travers les agropoles. Oui. C'est ce qu'on te dira. Mais comment est-ce que ces projets ont été conçus? Est-ce que la démarche a été endogène? La démarche n'a aucunement été endogène, c'est-à-dire On n'a pas associé les populations on prend de véritablement. quelque part. C'est comme on nous dit que les Indiens vont venir nous construire un hôpital de référence. Mais vous voyez même, excuse-moi, vous voyez, le siège du Parlement aujourd'hui, c'est carrément du Shintok. Est-ce que ça répond? Non, excuse-moi. Regardez-moi, Non, Joël, excuse-moi, mon non, frère. non, Est-ce non, que, vous est-ce que ça n'allez quand répond? même pas exagérer. Est-ce que vous êtes rentré là-dedans? Est-ce que vous avez fait des expertises pour savoir que c'est pas du bon? Non, excuse-moi, mon frère. C'est-à-dire qu'il faut. Ils n'ont même pas encore fini le travail. Il faut que tout ce que nous faisons reflète nos réalités. Ça suppose quoi? Est-ce que tout ce que nous faisons reflète nos réalités? Et maintenant, quand je parle de... On va pas déplacer le débat. D'accord. Mais quand C'est mieux on parle moi je dis de développement, que ce soit à la base ou bien au sommet, vous voyez par exemple la SCAP, aujourd'hui c'est la SCAP. Oui. Après le DS, chaque fois, ils changent de nom. on a même quitté la SCAP. Aujourd'hui, on est Oui. à la... Attendez, le... Plan national de développement. Oui, plan national. Ouais, au Finalement, on PND. s'embrouille. Nous, moi, je ne le Aujourd'hui, trouve pas. voilà, aujourd'hui, PND. aujourd'hui, on est au PND. Oui. Aujourd'hui, on est au PND. Comment est-ce que ces programmes ont été conçus? Les résultats. Non, comment est-ce que ces programmes ont été conçus? Mais moi, je dis, je ne vais plus m'appliquer à dire non, ce serait mieux de faire ceci, cela, parce que on te tourne en ridicule.
Monsieur... Bon, maintenant... non, excuse-moi, oui, excuse-moi. Permettez, puisqu'il y a un impératif. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retour en studio avec mes confrères Joël Ega, Acha Ibrahim, Ambroise Ponjo et Fioklou à Danglonou. Joël, vous n'aviez pas fini quand on a marqué la pause et vous voulez plus donner des idées à la radio. Hein. Oui, non, ça veut dire que les projets des gens. Non seulement on voulait les projets des gens, mais même quand on reconnaît. Mais en même temps, c'est important quand même, non? Si on donne des idées et que les gouvernants peuvent s'en saisir pour pouvoir développer ce pays, c'est toujours intéressant. Ils ne le font pas bien. Mon frère, vous allez voir dans tous les pays, quand vous allez dans les pays communistes, où tous les programmes communistes, et c'est eux qui sont initiateurs des programmes quinquennaux d'abord, c'est endogène, mais celui qui a toujours émis. Vous voyez l'exemple de Cuba, c'est un journaliste qui est l'éminence grise de la politique de développement aujourd'hui, José Martí. Mais il y a une stèle qui est aujourd'hui installée en hommage à ce monsieur-là. Il a été inclus dans le déploiement de tous les projets de développement, en fait, tout ce qui a été pour le développement communiste du temps de... Oui. Voilà. Mais c'est le contraire ici. C'est le contraire. Mais je sais que notre corporation est écumée de tout, mais de cette corporation, de cet exercice-là que nous faisons chaque jour sur les radios, des idées foisonnent, des idées très, je ne sais que les mots manquent vraiment ce matin. Voilà, des idées très efficaces sortent. Mais voilà, comme on la culture du match et de la récupération sont légion dans notre pays, ben on respecte pas l'émetteur de l'idée et on le note sur un papier, on va pour le déployer. C'est ça qui fait que tous les politiques touchent aujourd'hui le mur. Toutes les politiques de développement touchent aujourd'hui du mur, juste parce qu'on n'a pas inclus les initiateurs. Les concepteurs des projets. Voilà, on ne veut pas les aider. De ce point de vue, ça veut dire que c'est un vrai problème quand même, Acha. Oui, c'est un vrai problème parce que quand on n'arrive pas à bien concevoir la chose et on court pour la mettre en œuvre, il va de soi que ce soit le fiasco. Et il faut vraiment que tous ceux qui sont au-devant des projets fassent un effort nécessaire de se faire entourer des expertises. Parce il faut éviter qu'on injecte autant de milliards dans des et que ça ne réussisse pas. Et que ça n'avance pas comme on l'aurait souhaité. Ah oui, c'est comme c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Vous voyez un peu quand je prends le concept School Assure. Oui. Les enfants sont... on est à 2 mois des vacances, c'est maintenant qu'on fait la communication autour de cette assurance. Ça veut dire que depuis les mois qui sont passés là, or l'État a déployé plus de 3,5 environ 3,5 milliards pour cela. Donc les enfants étaient là, ils ne savaient même pas qu'ils étaient couverts par une police d'assurance. Et c'est à 2 mois des vacances qu'on dit aux gens maintenant que vous êtes couverts par une police d'assurance. Et c'est à ce moment que les gens vont courir pour jouir de ça ou bien comment. Et les mois qui sont passés. Or en matière d'assurance, vous savez que quand vous payez, consommez ou pas, c'est pas leur problème. Eux, ils ont déjà pris leur argent. Donc, l'année prochaine, l'État va encore déployer de l'argent. Je quitte cet aspect. Je fais maintenant au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture. On parle de l'agropole aujourd'hui. C'est bien beau. Mais quelles sont les dispositions prises pour que ces agropoles puissent fonctionner? Quand vous prenez ce qui s'est fait au Burkina Faso, mais il y a eu des lacs, des retenues d'eau. Ces retenues d'eau là, artificielles, bien évidemment, ces retenues d'eau là, ce n'est pas l'eau de pluie. C'est des forages qu'on a fait en amont pour que l'eau puisse être stockée et que les gens utilisent ça. Ici au Togo, on attend, on fait des étendues, des barrages, on attend qu'il pleuve. Or, actuellement, on ne fait plus l'agriculture en attendant la pluie. Oui. Ça a évolué. Oui, donc, il faudrait que les gens... Voilà. C'est l'exemple, ça. C'est ça. Même le riz. Quand j'ai discuté avec un producteur burkinabé qui m'a dit, à l'hectare, eux, ils peuvent sortir jusqu'à 6 tonnes. Au Togo, je défie tout agriculteur, tout promoteur agricole au Togo ici, de pouvoir sortir 2 tonnes sur 1 hectare. Il n'y en a pas. Pourtant, il y a eu le premier hasard. C'est bizarre quand même. Non, mais c'est bizarre. Il y a eu le premier hasard. Non, mais mon frère, quand on a critiqué, regardez, quand on a eu à critiquer, nous dans France Inter, on a eu une fois critiqué que c'est totalement anormal qu'avec
les 300 milliards qu'on a injectés dans le PNIASA. Oui. Ça fait 300 milliards. 300 milliards qu'on a injectés dans le PNIASA sur 5 ans, bon, décliné sur près de 10 ans. Hein, il n'y a pas eu de volet gestion de l'eau. Il n'y a pas eu de volet tangible gestion de l'eau. Irrigation. Il y avait un projet, mais qui n'a pas abouti. Bien évidemment, vous avez raison. Parce qu'ils avaient parlé de bassin de retenue d'eau. Oui, mais qui n'a pas évolué. On n'a jamais parlé de ce volet. On n'a même pas communiqué sur ça. Maintenant, quand on a commencé par tambouriner, tout dernièrement, vous allez voir, il circule sur les réseaux sociaux qu'on va. Il y a un volet drainage de l'eau, etc. Canalisation, etc. Bon. Est-ce que l'agriculture, c'est avant tout la maîtrise de l'eau. Est-ce que vous voyez là où on en est maintenant? Quand tu parles de School-Assure, par exemple, oui. School-Assure au départ, la communication, excuse-moi, la communication sensibilisation sur School-Assure, mais c'était convenu que les deux compagnies prestataires dégagent 5%, sur chaque assurance, puisque ça coûte environ 1500, ça revient à 1550 par élève. Et 5% pour assurer la communication. Et c'était mis en branle. Quand les vautours sont arrivés, on dit non, c'est le financement de l'État, c'est l'État lui-même qui va assurer la communication. Et de fil en aiguille, il faut installer une agence quelque part qui n'a même pas d'enseigne. On s'est mis à recruter les copines, les copains, etc. Et le temps qu'on met tout cet actionnel en place, on est aujourd'hui à la fin de l'année, on n'a jamais communiqué sur ce qu'on assure. Pendant que tel que le contrat était stipulé, c'est-à-dire que si l'État fait injonction à ces opérateurs-là de communiquer suffisamment, ils sont obligés, c'est-à-dire que ça est la contrepartie, ils sont obligés de le faire. Et ils étaient... Parce que l'État a débloqué des milliards. Ils étaient partants, c'est-à-dire que tout était mis en place. Quand patatras, on dit non. Alors là, on est à la fin de l'année, l'État a débloqué de l'argent, l'argent va rentrer dans les poches. À personne. Oui, tu as Adam Lenou. Avec la question de l'assurance, vous intéresse. School assurance, tout ça là. Moi, mon fils est au CEG, il a eu la carte, il est malade, je l'ai amené au CEG, au CMS à Goué. Ah, d'accord. J'ai présenté la carte. Ah, ils ont eu une carte aussi. Au guichet. La dame me dit, elle ne reconnaît pas, qu'il faut payer le bon. J'ai payé le bon à 600 et tous les soins. Voilà. Et pourtant, votre fils est assuré. La carte même à la maison. Et c'est 3 mois après que moi j'ai commencé par voir à la télévision les tournées de sensibilisation pour cette fameuse assurance. Et moi je dis, mais on tombe des nues. On tombe des nues. Eric, tu sais, d'abord, moi je n'aime pas les assurances. Je l'ai toujours dit depuis 2008 quand moi j'étais à la radio. Je l'ai dit à José Simenou, face à face, oui, que la banque c'est du vol organisé. L'assurance, c'est de l'escroquerie pure. Parce que toutes les motos que moi j'ai achetées, je n'ai jamais eu de problème avec mes motos. C'est vrai que j'ai eu quelques accidents avec des grabuges, mais je l'ai toujours assuré. Personne. C'est-à-dire que... en cas de sinistre, personne. Mais ils diront que tu n'as pas le permis de conduire. C'est conditionné. Moi, c'est juste cet exemple-là. Les gens sont assurés pour incendie. Les banques, ils le font toujours. Les banques, tout ça, là, les grandes entreprises, là, ils le font. Rien ne se passe. Attends, pendant 20 ans, rien ne se passe. L'argent, là, ça va où? Ah, mais c'est pour les assurances. C'est ça, c'est de l'escroquerie. Non, pas de l'escroquerie. On dit au cas où, on ne s'assure pas pour subir un drame. Je sais que quand ils vont m'entendre, ils vont dire, lui raconte sa vie là-bas. Vous assurez pour que vous ayez un drame? Non. Attends, tu sais, j'ai lu un livre. Je sais que Amadou Kourouma était un assureur qui avait fait le Togo ici dans les années 78 et autres. Ce moment, il avait écrit en attendant le vol des bêtes sauvages. Il était à Sicaré. Un de mes professeurs d'économie m'a dit que la banque, c'est du vol organisé et l'assurance, c'est de l'escroquerie bien planifiée. Je le dis, je le confirme. Au school assure là, lui, il a amené son enfant avec les carnets. La carte. Il a marqué l'assurance. On m'a renvoyé. Vous savez, c'est du bitos. Faut ne regarde rien. Les gens viennent le tromper là-bas. On va faire school assurance, tout ça là. Moi, dans l'école de mon enfant, il y a je ne veux pas donner le nom de l'assurance. Ils sont venus dire aux enfants, payez 1000 francs, 1000 francs. Combien d'enfants font des accidents là-bas, à l'école là-bas? Que dans l'école là, ils vont payer 1000 francs. J'ai eu à discuter, critiquer le fondateur pour ça. Maintenant, ils veulent généraliser ça. C'est de l'argent, ils vont se partager entre l'école et les assureurs. Parce que personne ne vient s'assurer. Le problème, c'est de maintenant imposer ça aux gens. Nous, on va combattre ça. Moi, je vais combattre ça. Parce que je dis que ce n'est pas normal.
Moi, quand mon enfant est malade, c'est moi-même qui m'en charge de la santé de l'enfant. L'État veut prendre ça en charge. C'est une bonne nouvelle. Voilà qui est un exemple de je pense qu'il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive. Non, faut pas dire ça. Non. Acha, Un instant. faut pas cautionner ce qui est vol et détournement de fonds. Je ne cautionne rien. Je dis, s'il y avait une communication, la décision du chef de l'État. Il faut applaudir la communication en amont. Je pense que ça allait marcher parce que le chef de l'État, il pense vraiment à l'avenir de cette nation. Il pense vraiment à comment faire pour que les jeunes s'épanouissent. Et c'est à juste titre même que tout récemment, selon les informations qui nous parviennent, il y a une cellule qui a été créée à la présidence de la République qu'ils appellent la cellule présidentielle d'exécution et de suivi. Je pense qu'avec cette cellule, le contrôle dont nous parlons là, ça se fera. Et là, il faudrait aussi qu'on trouve les bonnes personnes. C'est ça aussi le problème. Eux aussi vont se renseigner. Pour animer cette cellule, c'est-à-dire que ces cellules vont suivre les projets présidentiels, voir éventuellement si ça a été exécuté dans les normes, les décaissements et tout ça. Là, je pense que ça sera un travail qui sera très bien fait et on pourra rendre compte à temps. Disons aux donateurs ou bien disons au chef de l'État pour que cela puisse profiter véritablement à toute la population togolaise. On m'indique que dire que le Togo est allé copier le projet Agropole au Burkina Faso n'est pas exact, mais que le seul pays qui l'expérimente actuellement c'est la République démocratique du Congo. Et le Togo, sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, est le seul pays à l'expérimenter avec le soutien de la BAD. Et le Burkina veut l'expérimenter au même titre que le Togo. Voilà, enfin, c'est la précision que je voudrais apporter. Mais au Bénin, quand nous prenons le Burkina Faso, en matière d'agriculture, il faut voir que si le Burkina arrive, un pays presque désertique, à nous vendre des tomates, c'est qu'ils sont en avance. C'est qu'ils ont maîtrisé. Il faut avoir le courage mais bien sûr, il y a échec ici. Ils ont maîtrisé au moins l'eau là-bas et ils savent que c'est l'eau qui fait l'agriculture. Et ils l'ont maîtrisé. En dehors de ça, quand on parle des semences améliorées, au Burkina Faso, le paysan burkinabé sait faire au moins ce que nous appelons les semences améliorées là, de F1. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de faire des croisements. Même au Ghana, ici à Sogakopé, il y a même des fermiers qui le font très bien. Pourquoi dans le cadre du PPAO, le Togo ne peut pas demander l'expertise de ces deux pays-là pour au moins former les agriculteurs togolais? Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une agriculture bureaucratique. Il y a des gens qui sont au bureau, qui conçoivent des projets. Et ils bouffent allègrement avec des séminaires, des choses, des perdièmes. Et les paysans sont là, ils coupent sur le terrain. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant politique. Politique avec ce que la CEDEAO viendra nous dire très prochainement. Vous savez qu'en fin de ce mois, il y aura une réunion de la conférence des chefs d'État. Et au cours de cette réunion, eh bien, le Togo sera sur la table de discussion. Il y a quelques jours, la commission de la CEDEAO était dans le mur. Elle a discuté avec les acteurs, le gouvernement, le parti au pouvoir, UNIR, et puis la coalition de 14 partis politiques. Et en attendant les résultats de la feuille de route, qu'est-ce qu'on peut espérer de la CEDEAO? Est-ce qu'elle sera cet arbitre modèle non corrompu, puisqu'on a parlé de l'arbitrage tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait intervenir ce mot-là. Allez-y, Fiakoulou. Oui, vous savez, le problème togolais au niveau politique est très complexe. La CEDEAO est venue s'enquérir de l'évolution au niveau des deux côtés, c'est-à-dire la coalition et le pouvoir. Et ce qui est mauvais signe aussi, c'est que il y a eu ces consultations séparément. En plus, la population doit être en principe le bénéficiaire de la solution, puisque les politiques aujourd'hui n'arrivent pas à se parler. Les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition... Vous craignez que les politiques s'entendent au dos des populations? Oui. Et quand les politiques vont... Pourquoi? Écoutez, puisque la population veut un changement. Oui. La CEDEAO ne peut pas venir imposer une feuille de route qui arrange les acteurs politiques. Puisque ceux qui sont au pouvoir sont là pour le peuple. Ceux de la coalition qui veulent accéder au pouvoir aussi parlent du peuple. Maintenant, la complexité fait que ce serait très difficile pour la CEDEAO de prendre une décision
à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que quelle sera l'issue de cette résolution si le peuple n'a pas ce qu'il veut? C'est un point d'interrogation. Est-ce que la feuille de route sera imposable, par exemple, aux populations? Est-ce que les gens vont l'accepter? Vont l'accepter. Mais on a déjà un exemple. En Guinée-Bissau. Non, on l'a imposé. En Guinée... Ceux qui ne voulaient pas rentrer dans le rang ont été sanctionnés. Oui, en Guinée-Bissau, il faut savoir que tous savent ce qu'ils faisaient et la population n'a pas pris de camp. La population n'a pas pris de camp. Entre-temps, c'était les coups d'État. Après les coups d'État, c'est les changements de Premier ministre, histoire de majorité et autres. Maintenant, la CEDEAO et le président de la CEDEAO et ses collègues ont pris une décision qui a été salutaire pour tous. Et c'est pourquoi les choses se sont rentrées en ordre le plus rapidement possible. Mais au Togo, moi je parle d'une certaine complexité où, à part les politiques, il y a la population qui est là comme une base qu'il ne faut pas négliger. Une bombe à retardement. Ambroise Kondjo, avant d'entrer en studio, vous dites que parce que Bouhari a envoyé un émissaire au Togo, ça veut dire que le sort du régime de Faure Gnassingbé est scellé? Oui, vous savez, la carte démocratique du monde est en train d'être tracée depuis hier à Hong Kong, avec ce mariage entre les deux fous, c'est-à-dire... C'est des chefs d'État. Et puis Donald Trump. Mais ce matin, le journal Le Monde... c'est juste... Ce n'est pas une insulte. Oui, bien sûr. Mais c'est une caricature. C'est une caricature des deux dirigeants hors du commun. Si la Corée du Nord rentre aujourd'hui dans le giron de la démocratie, finit les dictatures dans le monde. Non. C'est la carte géopolitique qui se trace comme ça. Vous ne pouvez pas avoir l'assurance. À un moment donné, le communisme a été enterré au profit du capitalisme. C'est un nouveau modèle qui va faire son chemin. Même si Donald Trump n'arrive pas à obtenir le prix Nobel de la paix, les deux n'arrivent pas à obtenir, ils auraient quand même marqué l'histoire. Revenons, c'est pour dire que ça va impacter ce qui se passe en Afrique, surtout en Afrique centrale avec les dictatures là qu'on a, Congo, machin. Vous savez, ce n'est pas du gratuit que Bouhari a envoyé un émissaire ici. Et pas des moindres, c'est un général. C'est un ancien chef d'État, Abdou Salami, en train de transition, et qui est en même temps un militaire. Oui, bien sûr. Et vous allez voir la dernière fois, dans la composante de la commission de la CEDEAO, il y avait aussi un militaire. C'est-à-dire que le général Béhanzin. Oui, du Bénin. Moi, je voudrais qu'entre Togolais, les acteurs s'entendent pour trouver une solution avant que celle-ci ne soit imposée. Ils peuvent encore sauver les meubles. Faure Gnassingbé dire à ses collaborateurs, convoquer une réunion avec l'opposition, c'est facile, c'est 2 heures de temps. Si elle a la volonté, la bonne foi, Eric, si elle a la volonté, la bonne foi, 2 heures de temps, Faure Gnassingbé peut convoquer ses ministres, ceux qui peuvent négocier avec l'opposition. Alors, nous allons faire des réformes. Dans 2 semaines, on fait les réformes. Moi, c'est juste une piste que je trace. On fait les réformes. Moi, je voudrais terminer mon mandat d'ici 2020. Mais je ne veux plus me représenter. Nous allons toucher le cadre électoral. On va revoir la composition de la Cour constitutionnelle. Pour mon peuple, si on part là, laissons la CEDEAO quelque part, nous-mêmes, on va l'essayer le mois de juillet. Je vous dis que le Togo peut sortir de la crise. Et les gens vont applaudir. C'est Faure Gnassingbé qui va en gagner. Tous ces ministres-là, dont on accuse aujourd'hui là. Parce que ce qui sera discuté en matière d'accord politique, il y aura les non-dits qui seront aussi discutés entre eux. Oui, bien sûr. C'est ce que craint Firclou. Oui. Tu sais, en matière les politiques s'entendent au dos des populations. En matière politique, non. Ce n'est pas au dos des populations. En matière politique... C'est réglementaire. Ça devient légal. C'est-à-dire que quand les gens s'entendent pour sauver... Parce que quand on se sauve par un accord, c'est le peuple qui est gagnant. Au-delà de tout, quel que soit le prix. Mais si on me dit que Faure Gnassingbé a volé des milliards, Bawara a volé des milliards, ou telle personne a volé des milliards, et qu'eux, ils s'entendent pour trouver un accord, pour que nous, on puisse gagner en matière de démocratie, si le peuple entend ainsi, on laisse les gens aller comme ça. C'est comme une amnistie que les gens se donnent. Mais pourquoi ils n'explorent pas cette piste-là? Bien. En ne le faisant pas. Oui, finissez, justement, je donne la parole aux autres puisqu'on a beaucoup de temps. C'est quand en ne le faisant pas que les choses peuvent se compliquer.
Parce que j'ai dit que la CEDEAO ne viendra jamais imposer quelque chose qui soit à l'encontre du peuple. En le faisant, le peuple va se retourner toujours un beau matin. Dans la CEDEAO, qui a son protocole, qui veut respecter la démocratie et l'état de droit, doit suivre ça. Parce que ceux qui viendront imposer quelque chose demain qui ne sera pas cohérent avec les idéologies du peuple, ils vont en payer aussi. Vous avez écouté Emmanuel Macron. Vous avez écouté Emmanuel Macron, ça devient choix. La Nigérienne, comment on l'appelle? Midaoudou là. C'est fini pour elle au Togo. Oui, Vous avez écouté Emmanuel Macron. Le Ghanéen là. C'est fini. Ils ont grillé. Ibn Chambas. C'est fini. Je voudrais, les gars. je voudrais juste rebondir sur ce dernier volet que Ambroise a abordé pour remonter à quelques jours plus tôt, quand la délégation de la CEDEAO a rencontré les acteurs. Oui. Vous allez voir dans la déclaration, je dis le ministre Bawara, il construit et déconstruit. Parce que c'est lui-même qui a cité. C'est-à-dire que dans la restitution que chaque acteur a fait des discussions qu'ils ont eues avec la délégation de la CEDEAO, c'est lui qui a souligné le fait que la CEDEAO veut que les recommandations qu'elle va donner soient en phase avec le protocole. C'est lui le ministre, le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Moi je me dis stratégiquement, en fait, en termes de communication, c'est à l'opposition de le dire. Oui. Parce que le protocole, ce que demande le protocole, on connaît le protocole. Le protocole n'arrange pas en fait la posture qu'adopte aujourd'hui le gouvernement. Donc ça veut dire qu'en fait, il a annoncé déjà les couleurs que non, ces recommandations-là, c'est pas évident que ces recommandations-là aillent en notre faveur. Quand on analyse ce qu'il a dit. Bon, maintenant, dernièrement, ce qui m'a fait marrer, c'est que quand vous êtes dans une posture qui ne vous arrange pas, il faut se taire. Au lieu de s'agiter, au lieu de vouloir de faire distraction, enfin de faire diversion plutôt. Oui. Tout ce qui a été instillé tout dernièrement, on dit que non, que le chef d'État pourrait faire son second mandat à la tête de la CEDEAO. Ça a été ainsi. Cette information n'est. Bon, non, mais non, ça a été alimenté par qui? Par les mains opératrices du régime sur les réseaux sociaux, etc. Mais au même moment, pendant qu'on instille ça dans l'opinion, au même moment, l'émissaire de Bouhari était au Togo. Oui. L'émissaire de Bouhari, et jusque-là, la position de Bouhari n'a pas changé. Bouhari dit clairement, il n'y a pas de transition négociable. Il n'a pas changé de version jusque-là. Et quand il envoie quelqu'un, qui l'a envoyé le successeur de Abacha. Ça veut dire qu'un de ces intérimaires, un de ces intérimaires qui a obtenu l'onction mondiale, c'est-à-dire pour son intégrité, il a réussi à remettre le Nigeria sur les rails, et c'est lui qu'on envoie. C'est-à-dire quand vous voyez déjà celui qui est chef de la délégation, vous comprenez. C'est comme dans la crise évaluée que dans la crise dernièrement, on a interjeté quand on voit celui qui dirige la délégation, on dit non, on n'en veut pas. Oui. Parce qu'on ça annonce déjà la couleur. Donc ça veut dire que a priori, à moins que ce soit un coup de tonnerre, enfin dans le ciel CEDEAO, ce qui va ressortir des recommandations, ça ne va pas conforter la position adoptée aujourd'hui par le pouvoir ni le parti au pouvoir. Et sur la question, moi je dis, quand vous remontez à la posture que la CEDEAO a adoptée dernièrement sur cette question d'alternance, qu'est-ce que la CEDEAO a adopté comme posture? Dans le cas gambien, même tout dernièrement au Libéral, en Guinée-Bissau, etc. Qu'est-ce que la CEDEAO a adopté comme posture? Et bizarrement, moi je le dis toujours, que ça plaise à quelqu'un ou pas, mais c'est les hommes de couloir du pouvoir qui annoncent déjà est-ce qu'il faut maintenir le Premier ministre ou il faut le remercier. On annonce déjà les couleurs. Ils ont l'information. Est-ce qu'on rend service au pouvoir en le faisant comme ça? Oui, ou bien c'est une question, ce sont des éventualités. On accepte déjà que les choses vont aller. Ils annoncent la transition, c'est tout. Merci beaucoup, Joël, les gars. Oui, Acha Ibrahim maintenant. Vous avez écouté Emmanuel Macron sur cette question quand il a été interpellé récemment par le Togolais au Canada. Oui, et bien évidemment, il a parlé des élections.
Oui, de toute façon, il a dit qu'il respecterait la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État et qu'il y aura les élections. Et parce que c'est un démocrate. Et il dit aussi qu'il n'a pas reçu le Faure Gnassingbé chez lui. Et il n'est pas venu ici non plus. Ah oui, ça c'est le choix de Emmanuel Macron. Qu'il le reçoive ou pas, ça c'est son choix. Il n'a pas demandé à être reçu. Jusqu'à un moment donné, je pense que le Togo est devenu un État qui comprend que son avenir ne se joue pas à l'extérieur. Au départ, les gens ont commis l'erreur en pensant que leur légitimité se trouvait en Occident, mais maintenant les gens se sont ravisés. Je pense que Macron n'a fait que dire aux gens. C'est le discours officiel, ça. Après tout, quand on est un président souverain, il faudrait aussi qu'on tire sa légitimité, sa souveraineté. Mais en même temps, on a des informations qui nous renseignent quand même qu'il y en a toujours qui sont en train de sillonner, toujours. Les couloirs de l'Élysée. Les couloirs de l'Élysée. Ce sont des informations non officielles. Voilà. Il a parlé de transition aussi. Allez-y. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il a parlé de ça. Donc, pour le cas togolais, c'est que je suis vraiment, sincèrement peiné de voir que le Togo est en train d'aller vraiment vers des horizons qui n'étaient pas quand même à proprement parler ce qui devait être. Ça s'obscurcit aujourd'hui? Non, ça ne s'obscurcit pas, mais c'est que ce n'est pas ce qui devait être fait au Togo. Parce que le génie togolais, c'est un génie vanté un peu partout. Le Togolais est intelligent, le Togolais, c'est quelqu'un qui sait trouver des solutions à ses propres problèmes. Mais il se passe que les acteurs politiques de tous bords ont volontairement décidé de ne pas faire travailler leur ménage. Et ce que nous avons comme résultat, c'est la raillerie, ce sont des moqueries et vraiment le manque de considération. Sinon, le problème togolais n'est pas un problème qui doit aller au niveau de la CEDEAO. Les Togolais peuvent s'entendre facilement et pouvoir trouver des solutions à ce problème. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas depuis des années? Non, bien évidemment, c'est pourquoi ils ne s'entendent pas. La crise de confiance. Et il y a aussi cet appétit glouton du pouvoir. D'un côté, les gens veulent conserver ça. De l'autre, les autres veulent arracher ça. Et ce n'est pas le... Excusez-moi de le dire, je suis en mer ce matin, c'est parce que le peuple, à proprement parler, n'est pas dans leur agenda. Je suis désolé de le dire. Et le problème togolais est un problème, quand vous le prenez, si nous devons aller, si les gens sont intelligents, s'ils veulent aller sur le plan politique, il y a des arrangements politiques qu'ils peuvent faire facilement. S'ils veulent aller sur le plan juridique, il y a aussi les lois dans le pays, des arrangements. Ils peuvent aussi se comprendre juridiquement. Mais pourquoi s'obstinent-ils à maintenir le statu quo? C'est parce que ça arrange les deux camps. Ça arrange de tous côtés. Donc maintenant, la CEDEAO, qui se veut une organisation des peuples, sera obligée maintenant de voir ce qui peut arranger le peuple. Et dans ce cas, tenez-vous bien, les deux camps vont prendre des coups. Et ça, c'est sûr. Les deux camps vont prendre des coups. Parce que la CEDEAO voudrait quand même libérer l'avenir pour le peuple togolais. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parlait de la transition aussi, aller à une démocratie démocratique, une transition démocratique. Est-ce que ça peut quand même faire bouger un petit peu les lignes? Ça peut être interprété comme une orientation qui est donnée aujourd'hui à la CEDEAO aussi. Mais quand on parle de transition, qui sera Premier ministre? Qui sera chef de l'État? C'est pour ça que ce matin, le confrère Lévesque de l'Ancien pose clairement la question. Pour ou contre une éventuelle nomination d'un nouveau Premier ministre? Ce n'est pas seulement une question de nommer un Premier ministre. Parce que il y a des préalables à faire. Non, il faut tracer le chemin de la transition. Non, la transition, proprement dite, sera cette organisation qui va faire les réformes et conduire les élections. Voilà. Justement. Voilà, c'est ça. On est en train d'aller vers là. On est sorti d'une anomalie qu'on veut normaliser. Voilà. C'est tout comme 80, après la conférence nationale. Il y a eu le gouvernement de la transition qui a préparé le référendum, qui a préparé les tests constitutionnels et autres. Là, des choses comme ça. Mais quand on laisse Faure Gnassingbé diriger. Non, bien sûr, il sera au pouvoir. Oui, il sera toujours président. Il faut respecter sa victoire en 2015. À la transition de faire les réformes, y compris la recomposition de la CENI. On va attendre la CEDEAO et sa feuille de route. Et nous allons analyser, messieurs. Il nous reste une minute environ. Mais ce que je voudrais, j'applaudis ce que mon frère Acha a dit tout à l'heure sur l'appréhension que les gens ont de la crise et que le peuple n'est pas dans leur agenda. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, hier, en 91, quand on critiquait Adema, etc., la question de l'alternance était, on a présenté, c'est-à-dire que le cliché était ethnique. En 91.
Mais aujourd'hui, la question de l'alternance n'est plus ethnique. Et Elle est quoi? Et ceux-là qui n'ont pas le peuple dans leur agenda, non, c'est en termes de gouvernance. C'est clair aujourd'hui. La question de l'alternance, ça se pose en termes de gouvernance et non ethnique. Vous gouvernez pas bien. Justement, ça veut dire que même dans la famille de Faure Gnassingbé, on lui dira qu'on n'est pas d'accord sur la gouvernance. Ça veut dire qu'il y a trop de brimades, il y a trop d'arbitraire. De corruption. Même au sein du NIE. Attends, pourquoi est-ce que 53% au sein du NIE, toutes les enquêtes ont prouvé que aujourd'hui, si le major Kouloum n'arrive pas à garantir la victoire de Faure dans les plateaux, ça veut dire son Arnaud Plat qui mobilise tout l'électorat. Arnaud Plat aujourd'hui est divisé 3 contre 2. Ils ne veulent plus que Faure se présente, mais ça veut dire que il y a un problème, il y a l'usure, il y a l'usure du pouvoir. Donc c'est aujourd'hui, c'est en ce terme-là que le débat se pose. Donc c'est Léviathan là qui veut présenter la crise comme une crise identitaire, une crise ethnique, une alternance. Ça représente une menace pour des Togolais d'une certaine partie. C'est faux. Et aujourd'hui, ils ne peuvent convaincre que peut-être eux-mêmes, leur propre personne. C'est comme ça qu'il faut aujourd'hui. Joël, les gars, pour finir, puisqu'on va finir là, je voulais juste dire, c'est un autre sujet, juste un sujet. Oui, c'est par rapport, pas la politique, mais par rapport aux médicaments qu'on nous sert dans les officines officielles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de médicaments qui sont périmés, mais qui sont vendus. Mais il faut dénoncer. C'est des preuves. Oui, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Moi, j'en appelle au président de l'Ordre des pharmaciens du Togo d'interpeller ses confrères. Il y a des médicaments périmés. Qui sont dans les rayons? Oui, j'ai un voisin qui allait acheter un médicament pour son enfant de 2 ans. L'enfant, la bouche saignait. Ils ont vu le médicament périmé. Donc, il faut que le président de l'Ordre des médecins en même temps, on ne peut pas faire une confiance aveugle aux officines. Quand on y va, c'est vrai que dans les officines, on est censé vendre du bon, mais quand on y va, il faut contrôler. Il faut voir. Beaucoup n'ont pas la présence d'esprit de contrôler. Quand on vous donne la boîte, il faut lire la date de Beaucoup n'ont pas cette présence d'esprit, sincèrement. Oui, mais excuse-moi, dans ce commerce, c'est la confiance. Oui, en principe. Oui, ça veut dire que quand le produit a franchi les étapes, la douane, etc., les contrôles, a fait tout le dispositif de contrôle pour se retrouver dans l'étalage. Mais ça veut dire que il a requis tout. Enfin, il y a un problème d'avoir la livraison. Il y a un problème d'écoulement aussi. Ça périsse dans sa pharmacie, dans son officine. Le problème, c'est l'écoulement aussi. Très bien. Oui, mais ce n'est pas le problème du président de l'Ordre des pharmaciens. C'est plutôt le problème du directeur général des pharmacies et des laboratoires. Non, je pense que ça relance la question de la problématique de la santé publique au Togo. Je pense que vous allez nous donner vraiment l'occasion. Il faut mardi prochain. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Vous voulez préciser quelque chose en 30 secondes par rapport donc aux agropoles dont on parlait tout à l'heure? Oui, justement, aux agropoles dont on parlait tout à l'heure. Vous donner une information selon laquelle n'importe qui, tous ceux qui ont. Les deux pays sont aujourd'hui, on est à l'heure des NTIC, tout le monde a un Android dans sa main. Allez parler, c'est agropole au Burkina Faso. Vous allez voir à quelle année remontent les agropoles au Burkina Faso. En 2017. Actuellement, celle même qui veut aujourd'hui le Burkina est à l'étape de mettre développer l'efficacité entre les agropoles et l'agriculture familiale, et piloté par l'ex-représentante du produit au Togo, Madame Rosine Koulibaly, qui est l'actuelle ministre des Finances et du Développement au Burkina Faso. Donc tout le monde peut le vérifier. Ça dit qu'il faut pas. On n'est plus à l'heure de raconter du n'importe quoi. Très bien. Cette expertise, les Israéliens peuvent l'apporter au Togo. Ça, je le sais. Les Israéliens sont là dans l'agriculture. Oui, c'est ce que je dis. C'est des gens qui sont là, même sur votre toit, vous pouvez faire des maïs sur votre toit. Bien sûr. Messieurs, merci beaucoup à Ambroise Ponjo, à Degouadia, Nacha Ibrahim, Tanouveau. Joël les gars, fraternité dans le caisse demain. Bien sûr. Et Fiorclou Adangle, le patron du journal L'Enquêteur. Merci à Dia Prosper pour la réalisation technique. Appelez-moi Saint-Henri-Gaton. À demain. 93.1 Taxi FM.